Bonjour à tous. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Merci à vous tous d'avoir répondu aussi nombreux pour ce 8e webinaire organisé par OSV. Vous êtes plus de 40 inscrits, donc merci à vous tous. Ce 8e webinaire est le 8e d'une série qu'OSV a initiée pour vous accompagner dans votre reprise d'activité post-Covid-19. Et tout cela au travers de différents retours d'expérience, que ce soit fait par des leaders de l'industrie outdoor ou des experts du réseau OSV. Donc aujourd'hui, pour ce 8e webinaire OSV, on a le plaisir d'accueillir donc Grégory Pessé, qui est directeur développement chez Jonathan et Fletcher, donc entreprise donc de style développement textile à Annecy. Et puis Julien Traverse, Chief Executive Officer de All Triangle, donc qui est donc une entreprise de développement de produits footwear aussi, qui est une agence de conseil en stratégie de marque et un tiers-lieu communautaire et qui se trouve aussi à Annecy. Oui. Donc aujourd'hui, donc en fait, la thématique que ces deux intervenants vont vous présenter concerne la manière dont la communauté et le patrimoine de marque peuvent servir le développement durable. Alors aujourd'hui, on est dans ce contexte de post-crise sanitaire très particulier. Comme vous le savez, cette période de confinement a pu être l'occasion pour un certain nombre d'entreprises de prendre du recul un peu sur la manière de gérer votre activité, peut-être de repenser les modèles de production, voire d'innovation aussi, d'avoir une approche plus développement durable, d'avoir des réflexions sur l'impact environnemental de la conception de vos produits. Et aujourd'hui, ce que vont vous présenter Grégory et Julien, ce sont vraiment des réflexions, des pistes de réflexion et d'idées qu'ils ont eues ensemble avant cette crise et que cette crise a permis d'accélérer en fait. Voilà. Donc cette présentation va se dérouler en 3 parties. La première qui sera faite par Julien sur la segmentation de l'offre et la communauté. Ensuite, c'est Grégory qui expliquera comment reprendre le contrôle sur son patrimoine de marque et en quel point c'est important. Et puis en 3e partie, les deux vont vous expliquer, vous exposer un certain nombre de pistes de réflexion pour réinventer sa chaîne de valeur, donc de la phase d'idéation jusqu'à une production durable. Voilà. Et donc, à l'issue de ces 3 parties, il y aura donc une session de questions-réponses d'environ une vingtaine de minutes. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions via le module de questions qui est dédié à ça. Et puis, les deux présentateurs vous répondront en fin de séance. Voilà. Donc, pour démarrer, je laisse donc la parole à Julien pour cette première partie sur la communauté et donc l'importance de cette communauté. Oui, donc bonjour à tous. Merci de nous recevoir sur ce webinaire. En fait, avec Greg, on est tous les deux prestataires de services pour des grandes marques de l'outdoor ici à Annecy et dans le reste du monde. Et en fait, on a profité du confinement pour essayer de voir si les solutions qu'on apportait à nos clients dans cette période un peu tourmentée faisait toujours du sens et comment est-ce qu'on pourrait améliorer en fait notre qualité de service. Donc c'était vraiment le but en fait de notre petite réflexion. Et moi je me suis vraiment focusé sur toute la partie territoire de produit. Donc voir comment est-ce que en étant une petite structure basée au sein de l'OSV à Annecy, au milieu des Alpes, pas loin de Chamonix, on pouvait être en contact avec les communautés et faire en sorte de développer le bon produit pour les bonnes personnes. Et Greg, lui, sur la partie plus production, maîtrise de ses outils et de ses développements, va enchaîner sur la partie plutôt, on va dire, industrialisable et confection. Donc là, le premier point pour moi qui était très important de souligner, c'est que c'est dans ces périodes de crise, en fait, qui nous permettent de se démarquer, en fait, et qui permettent de générer de l'évolution dans notre approche et d'arriver à proposer quelque chose de nouveau, des nouvelles tendances. Et là, on s'est vraiment rendu compte que c'était la fin de l'inutile quelque part. Donc, on peut voir des gens en Chine, il y a des études qui montrent que la machine à consommer est un peu en train de s'inverser. Donc, la plupart des gens sont en train de revendre les objets dont ils n'ont pas besoin.
Donc on se dit, bah, tiens, comment est-ce qu'on peut vraiment axer en fait notre développement de produit sur, alors le less is more, pas en mode design, mais plutôt de créer des produits qui ont une réelle utilité et derrière un vrai usage pour les consommateurs. Donc ça, c'était le premier point. Et en fait, dans notre stratégie, nous, chez Autrion, on se considère comme des connecteurs. Notre objectif, il est vraiment de faire le lien entre les grandes entreprises et les consommateurs, on va dire corps ou niche. Et on essaie vraiment de s'inclure dans la communauté pour vraiment comprendre quelles vont être les prochaines tendances, quels sont les besoins des usagers pour leur fabriquer une chaussure, dans notre cas, ou de l'appareil dans le cas de l'ail, qui leur permettent d'être utilisés dans les conditions dans lesquelles ils pratiquent. Donc ça, c'est vraiment l'essence pour nous d'être vraiment au sein de ces communautés les plus niches, les plus engagées, parce qu'on considère que c'est elles qui vont nous apprendre en fait, à créer des vrais produits utiles et donc versatiles et donc qui vont être utilisables par le plus grand monde. Donc pour nous, c'est vraiment un mode de conception et un mode de pensée, un mode de vie pour nous. Et en fait, on a une approche qui n'est plus que consumer-centrique. On a vu que sur les 10 dernières années, il y a beaucoup de marques qui sont basées sur l'étude du conso uniquement. On a retrouvé énormément de produits chez énormément de marques qui étaient les mêmes. Et du coup, là, on essaie en fait de repartir de la marque, d'où l'importance de la stratégie de marque, de vraiment comprendre l'ADN en fait de la marque, son positionnement. On va même remonter jusqu'à la fondation pour vraiment comprendre pourquoi elle a été créée et qu'est-ce qu'elle a voulu emmener sur le marché. On pense que ça fait énormément de sens aujourd'hui dans toute cette multitude de marques en fait, présentes sur les différents marchés, de remonter à l'essence de marque pour ensuite définir une stratégie d'attaque d'un marché et une stratégie de produit ensuite qui en découle pour cette marque-là. Donc vraiment de revenir à une stratégie plutôt brand-centrique que consumer-centrique dès le départ. Ensuite, on a notre lieu, nous on a essayé de créer un lieu assez communautaire. Notre agence là au Glaisin, on a un lounge et on a ce qu'on appelle des running and climbing academy. On a vraiment un spot où les gens peuvent venir se sentir chez eux et participer à des activités comme de l'escalade. On a un mur d'escalade, on fait des community trails aussi entre midi et deux. Ça nous permet vraiment d'être inscrits. Hélène, tu veux dire quelque chose? Non, on n'entend plus. Excuse-moi de te couper, Julien. En fait, on a vraiment beaucoup d'écho de votre côté. Est-ce que vous auriez la possibilité de prendre un micro là, enfin, ou des écouteurs? Pour bouger en bas. Il y aura moins Excusez-moi. Sinon, pour se mettre dans la salle. Ou une salle peut-être plus petite. On va trouver une salle un peu plus adaptée. Bon. Du coup, voilà, excusez-nous pour ça. On est en direct, les aléas du direct. Pour que tout le monde puisse bien entendre. Est-ce que c'est mieux comme ça du coup? Est-ce que je sens mieux avec Allô. Alors, allez-y. Ouais, c'est mieux. Parle un peu, Julien, là. Ouais, est-ce que c'est mieux là du coup? Vous entendez bien? C'est un petit peu mieux, oui. Bon, on n'aura pas mieux, c'est la plus petite. Ok. Ouais, je te laisse reprendre. Ouais, donc du coup, j'étais en train d'expliquer que chez nous, c'est un réel mode de vie. En fait, on a créé, donc on a basé en fait toute notre stratégie sur cette approche brand-centrique, donc vraiment remonter à l'essence de la marque pour créer en fait de partir de son ADN en fait pour créer sa place en fait sur le marché. Par contre, on a bien évidemment voulu conserver toute la partie connexion à la communauté et c'est pour ça que le lieu symbolise en fait cette connexion parce qu'on est capable d'accueillir ici chez Autrion des utilisateurs, des athlètes. On a un mur d'escalade qui se situe juste derrière nous. On fait des community trails avec Pierre entre midi et deux dans la semaine. Ça nous permet de garder ce lien fort avec les athlètes. Et ensuite, on a un atelier de prototypage comme chez Jonathan Desfléchers, qui nous permet de créer du produit très rapidement.
Donc en fait, la grosse différence, en fait, c'est qu'au lieu de tout sous-traiter en fait notre création de l'offre, on est capable de prototyper très très rapidement ici, et au lieu d'attendre 6 à 8 semaines pour recevoir des premiers prototypes venant d'Asie, en une semaine, on est capable de créer des nouvelles chaussures qui peuvent être directement testées sur le terrain, peaufinées et améliorées. Donc pour nous, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est cette connexion avec la communauté pour vraiment nous permettre de, en fait, je vais dire gapper, en fait, faire le lien entre notre approche brand-centrique et le consommateur final, au final, qui va utiliser les produits. Ouais. Et ben, je vais enchaîner, moi, du coup. Donc, pareil, merci à OSB de nous accueillir sur ce webinaire. Merci à tous de participer. Pour ma part, je vais vous parler du patrimoine de marque. Alors, qu'est-ce que c'est le patrimoine de marque? Finalement, c'est tout ce qu'une marque va développer d'intellectuel ou en termes de produits, le design, le patronage jusqu'au prototype qui constitue et qui génère ce qu'on peut définir comme étant le patrimoine de marque. Aujourd'hui, une marque, c'est quelque chose de vivant et qui évolue. Et finalement, on s'est rendu compte avec la crise sanitaire qu'on vient de vivre que quand le continent asiatique s'arrête, et ben finalement, beaucoup de choses pour nous aussi s'arrêtent. On n'est plus alimenté en textile, en médicaments, en téléphone, etc. Ce qui a prouvé aussi une forte dépendance voilà, du fait aussi d'avoir de l'industrie, du fait d'avoir exporté tout notre savoir-faire pendant des années là-bas, on en a aussi perdu le contrôle finalement des choses qu'on faisait. On a des exemples très concrets. Aujourd'hui, on voit certaines marques qui ont voulu se retirer du continent asiatique pour en tout cas prendre une petite partie de ces productions et essayer de les rapatrier, on va dire, plus locales, en Europe ou même un peu plus proche. Le problème étant de pouvoir remettre la main finalement sur ces éléments qui ont été développés pendant des années. Et voilà, très compliqué de pouvoir récupérer finalement toutes ces choses qui appartiennent à la marque et qui permettent ensuite de développer, par exemple, des bases de patronage qui ont été développées pendant des années sur le territoire asiatique, on les a prototypées. On perd aussi beaucoup de contrôle du fait de la distance. On fait les tech packs, finalement, on les envoie là-bas et on laisse faire le développement et le prototypage. Aujourd'hui, on pense et on est convaincu avec Julien de All Triangle et chez Jonathan et Fletcher qu'il est impératif de pouvoir intégrer la marque directement au sein des développements avec une partie du consommateur, comme vient de l'expliquer Julien. Et finalement, ça permet d'être beaucoup plus agile, mais aussi beaucoup plus précis, rapide dans la qualité des développements. Ça permet aussi de valoriser son histoire, d'avoir un accès à tout ce patrimoine. Ça nous permet aussi d'améliorer l'efficience économique, d'être plus agile, de pouvoir créer des rangs de prototypes, pouvoir tout de suite les tester sur le terrain avec le consommateur, pouvoir prendre les retours, améliorer le produit en fonction des retours, donc d'être vraiment de plus en plus précis et d'aller vers quelque chose de plus efficace. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le patrimoine de marque? En fait, on s'est rendu compte sur les 5-10 dernières années que les grandes marques de l'industrie devenaient de plus en plus hors sol, en fait, quelque part. Elles sont de moins en moins connectées avec leur communauté et leurs consommateurs. Et dans les briefs de création, on avait de plus en plus de ponceaux, j'appelle ça des ponceaux imaginaires, parce qu'on va dire, il y a ce type de ponceau-là qui a 40 ans, qui fait telle activité, et je vais lui faire ça. Et en fait, c'est un ponceau que la plupart des marques envisagent ou imaginent. Et là, l'objectif, il est vraiment de redonner un visage, en fait, quelque part, un faciès à ce ponceau-là. Et si moi, je suis ce ponceau, du coup, ça veut dire que les autres ponceaux ont aussi envie de faire la même pratique, d'avoir le même produit. Donc, l'objectif, il était de repartir vraiment au plus proche de nous et des gens qu'on a autour pour vraiment réancrer les marques dans quelque chose de concret, de réel. Et ça se transforme en produit parce qu'on a nos ateliers qui sont avec nous ici à côté et qui nous permettent de développer, créer, tester, prototyper hyper rapidement et avec beaucoup d'agilité, de vitesse. Donc, c'était ça Finalement, en impliquant la marque, mais en impliquant aussi le consommateur, on se permet de pouvoir aller plus loin, mais en allant aussi plus vite.
Aujourd'hui, ce qui est un réel atout, à notre sens, ça devient assez compliqué de passer autant de temps sur des prototypages, attendre le retour du prototype ici, pouvoir faire une session de commentaires et d'essayage, renvoyer les commentaires, attendre un deuxième round de prototypage. Il se laisse passer beaucoup de temps, ce qui fait que quand on met la main sur une innovation qui peut être une innovation de rupture, finalement, le temps de pouvoir la mettre sur le marché, il s'est souvent vu que cette innovation de rupture devenait une simple innovation. Un autre point qui est intéressant pour nous, c'est la compréhension des niches de pratique, en fait. À partir du moment où on a une petite structure et qu'on est capable d'être complètement inclus immergé dans la communauté et dans les pratiquants, on peut se permettre en fait de jouer notre rôle de détecteur de tendance, de jouer notre rôle de compréhension de ces niches et de ses besoins, vraiment pour appuyer un point sur lequel une grande marque qui a forcément envie de faire du business et de faire du volume derrière va peut-être se couper ou moins regarder ou moins passer de temps dessus. Et donc nous, on est vraiment là en tant qu'alerte en disant, bah, tenez, il y a cette niche-là qui vibre, qui est en train de montrer quelque chose d'intéressant. Même si on a des doutes, même si on n'en sait rien, on va quand même pouvoir prototyper, on va faire du test et tout, et voir un peu où ça peut nous emmener. Ça peut nous emmener sur quelque chose de complètement différent, mais il y a des moments où ça nous permet de cascader et de créer des produits qui vont fonctionner dans le futur. Complètement. Et puis au-delà de ça, c'est aussi une manière d'apporter encore plus de valeur ajoutée aux produits, ou en tout cas aux collections, aux produits qui sont développés, et aussi de pouvoir, du fait d'avoir l'entière maîtrise sur tout le processus de création et de développement du produit, permet d'être aussi le plus éthique, quoi, et de faire de la vraie éco-conception en étant au cœur même, au cœur même de l'Outdoor Sports Valley, au bassin de la Goutte d'Or, et de développer, de tester ces produits directement en lien avec tous les acteurs qui nécessaires. Est-ce que comment on switch après sur Donc, ok. Donc là, vous êtes, j'imagine que vous êtes là à la fin de la seconde partie, c'est ça? C'est ce qui nous permet de déboucher finalement sur la troisième et dernière partie, qui est comment on peut essayer de réimaginer ou de repenser un petit peu toute sa chaîne de valeur, de l'idéation en passant par la conception jusqu'à la mise en marché finalement du produit. Et tout ça nous fait dire que finalement on était ancré dans une course où on faisait une recherche de marge par de la quantité au détriment de la qualité. Et je pense que cette crise sanitaire nous a permis à tous un petit peu aussi de repenser, de se recentrer, de se dire mais mince, on est quand même capable de produire notre propre richesse, on est capable de produire notre propre richesse et finalement d'aller vers des choses plus qualitatives et peut-être au détriment de la quantité. Voilà. Ce qui peut-être que c'est très utopique, et c'est vrai que c'est un sujet auquel on avait pensé, réfléchi énormément pendant la période de confinement, et c'est vrai qu'on sait au fond qu'il y a une grande tendance là qui est en train de se prononcer dans ce sens-là. Dans les travaux qu'on fait au quotidien, bah oui, on reçoit encore des demandes de personnes qui veulent rester dans un modèle, c'est pas le bon mot, mais en tout cas qui repartent dans ce schéma de marge par la quantité et non pas par la qualité. Mais on sait aussi que ça va être par ce focus-là que les marques vont vraiment trouver un sens à leur existence, en fait, en donnant du sens en fait à ce que font les marques, qu'elles vont être pérennes dans le temps. Et nous, on y croit assez solidement avec Greg. Et en tout cas, c'est vraiment notre message, c'est vraiment de pas céder à l'opportunisme. En fait. C'est assez facile de dire ça, mais on sait qu'il y a énormément de choix qui sont faits par la peur de rater des ventes. Et nous, notre objectif, il est vraiment dans un mode de construction, on va dire, je vais dire positif, en disant, bah tiens, qu'est-ce qui va révolutionner le marché de la chaussure ou du vêtement? Comment est-ce qu'on peut apporter notre contribution à faire progresser le sport, à faire en sorte que les produits qui seront achetés ou les produits qui seront produits aient une réelle utilité, qu'on arrête de faire traverser la planète à des chaussures pour au final sortir peut-être aussi finalement
de cette surproduction massive de produits où finalement le consommateur lui-même s'y perd et ne sait plus vers qui ou vers quoi se diriger, tellement l'offre est large et massive. Et revenir sur des schémas un peu plus qualitatifs où la marque donne du sens à ses produits, où le consommateur lui aussi va y retrouver finalement beaucoup de sens et du coup consommer ses produits différemment. Je pense qu'il y a plusieurs manières aujourd'hui d'imaginer des schémas de développement, on va dire, durable pour des marques, pour que ce soit pour l'appareil ou du footwear. Par exemple, on pourrait imaginer, chaque année, on crée des collections avec des produits, des gammes hommes, des gammes femmes, et on fait ça en année 1, en année 2, on va recommencer, refaire des produits. Finalement, on donne un message qui est, ben voilà, chaque année, j'ai besoin de revendre une parka à ce même consommateur. Est-ce que mon produit est vraiment durable? Du coup, je ne pense pas qu'on puisse prétendre faire du produit durable dans ce sens-là. Pourquoi pas imaginer des marques qui, en année 1, sortiraient toute une gamme, toute une collection, qui puissent, avec la collection de l'année 2, commencer à s'imbriquer et à donner une certaine versatilité. Alors, c'est un terme à la mode en ce moment, mais qui fait vraiment sens. C'est donner de la versatilité aux produits pour étendre finalement la durée d'usage, non pas seulement au sport ou à la pratique sportive, mais de l'étendre un petit peu en injectant un peu d'intelligence dans les produits, en donnant un peu de versatilité, en pouvant connecter pour parfois certains produits et finalement s'inscrire dans une démarche de produits durables avec de l'intelligence et qui puisse s'imbriquer finalement d'année en année et donner naissance à une versatilité d'usage. Voilà. Et ça, notre point de vue, c'est que les marques, elles en sont capables à partir du moment où elles ont un territoire de marque qui est affirmé et qui est fort et qui est bien défini. En fait, le territoire de marque, c'est le terrain de jeu et le sens de l'entreprise. Et c'est pour ça que notre approche brand-centric, elle prend tout son sens parce que c'est un repère culturel et identitaire qui va permettre en fait l'expression et par la création des produits. Et en fait, un consommateur aujourd'hui, en achetant des produits, quelque part, ils affirment aussi leur propre identité. Et on voit que même pendant la crise, des marques comme Nike, comme Patagonia, Balenciaga, Cézanne, n'ont pas de problème particulier parce qu'ils ont un territoire de marque qui est puissant et du coup, une expression qui leur permet de rester à flot, en fait. Et on pense que c'est encore plus important. Dans le monde d'après, c'est un gros mot, mais on pense que les entreprises qui sont déjà dotées d'un territoire de marque puissant peuvent piloter leur business, peu importe les crises auxquelles elles font face, en fait. Donc, elles ont beaucoup moins d'incertitude que les autres parce qu'elles ont un territoire qui est affirmé et qui est clair, et donc elles ont beaucoup plus d'essence. Et en fait, ce n'est pas la concurrence ou le marché du coup qui va déterminer ce qu'elles font. C'est vraiment elles qui donnent le cap, en fait, qui sont la boussole en disant bah, tiens, voilà ce qu'est ma marque, voilà ce qu'elle représente, et voilà comment j'ai envie d'offrir une offre qui est, d'avoir une offre qui est légitime et en accord avec l'ADN de ma marque. Et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment dans cette compréhension de la marque, mais en étant le lien avec la communauté, en étant le lien avec l'industrie, les fournisseurs et tout le monde qui gravite autour de cette création de l'offre. C'est ça. Alors qu'en fait, d'un autre côté, les marques qui sont plutôt faibles, qui ont un territoire de marque qui est moins affirmé, elles refusent de faire des choix qui sont forts parce qu'elles ont peur de rater des ventes, et donc on tombe dans un cercle qui est plutôt négatif que positif, alors que un territoire de marque fort permet d'amplifier en fait cette puissance. Ça nous permet aussi finalement de reprendre le contrôle un peu plus, j'ai envie de dire le contrôle sur l'entièreté de la chaîne de valeur, l'idéation en passant par la conception jusqu'à la production des produits. Ça permet aux marques d'avoir une certaine agilité, peut-être de produire moins, mais de produire mieux. Alors ça, pareil, on l'a beaucoup entendu, mais on parle beaucoup, il y a un terme qui est à la mode aussi, le make to order. Je pense qu'on pourrait arriver demain sur des méthodes de make to order adaptées à échelle un peu plus industrielle à proposer aux marques et de dire mais pourquoi tout de suite produire 10 000 pièces qu'on va répartir dans plein de magasins autour du monde et puis on attend la fin de l'année pour voir ce qui nous reste sur les bras et potentiellement que ça passe en solde, voire pour certaines marques un peu plus haut de gamme de les enterrer parce qu'il ne faut pas dévaloriser l'image de la marque. Et finalement, on pourrait essayer d'imaginer de rapatrier finalement tout ce contrôle sur quelque chose de plus local qui permettent d'aller vers des séries peut-être un peu plus petites mais plus précises et essayer d'imaginer, pourquoi pas, de faire 1 à 2 rangs de production dans une année qui permettent de réalimenter certains magasins qui auraient des besoins très précis.
et donc de sortir finalement de ce schéma très, très archaïque où on produit et après on remplit les magasins. Et il y a un truc qu'on a bien utilisé avec Greg, c'est l'édit. En fait, on sait que les consommateurs sont aujourd'hui de plus en plus informés et parfois de plus en plus experts. Excuse-moi Julien, on t'entend pas bien on t'entend pas bien là en fait. Tu peux répéter s'il te plaît? Bien sûr. Ce que je disais, c'est qu'avec Greg, on aime bien utiliser le mot made in sincérité. Je trouve que ça représente bien ce qu'on essaie de faire au quotidien. Et en fait, ce que je disais, c'est que les consos, aujourd'hui, ils sont de plus en plus informés, ils sont de plus en plus experts, ils exigent plus de transparence et plus de garanties sanitaires, plus de qualité. Et en fait, cette crise sanitaire-là qui passe renforce en fait cette mentalité-là. Je ne dis pas que ça va tout arrêter ou tout changer, mais en tout cas, ça catalyse en fait ce qu'on voit arriver depuis quelques années. Donc en fait, c'est vrai, on prend cette crise-là du Covid et ces 2 mois de confinement. C'est très dur pour beaucoup d'entreprises. En tout cas, c'est un catalyseur des tendances qui étaient émergentes sur les dernières saisons. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'avoir une fabrication en fait sensée, sensible et sensée et sensible en fait. C'est vraiment ça le. puis je pense que c'est une bonne opportunité pour essayer de faire les choses un petit peu différemment et ça a été un vrai accélérateur en tout cas dans notre industrie. On s'est bien rendu compte qu'avant le Covid et avant cette crise sanitaire, il y avait beaucoup de questionnements autour du Made in France, de relocaliser les savoir-faire, de produire un peu plus localement. Et voilà, cette crise a vraiment mis un certain coup de pied dans la fourmilière et accéléré finalement toutes ces volontés. Et voilà, on a besoin, je pense, encore une fois, de reprendre le contrôle et de ramener un peu plus d'agilité qu'on a très largement perdu toutes ces dernières années. De l'agilité sur la création des produits, mais aussi de l'agilité sur la mise en marché. Ce qui permet voilà, d'aller vers des choses un peu plus, effectivement, un peu plus sincères et un peu plus sensées. Je pense qu'on est dans une ère où le consommateur achète des pièces avec beaucoup plus d'émotion. Et l'émotion va passer beaucoup parce que comment la marque développe ses produits, comment ils les proposent, comment ils pourront investir ou non leur communauté dans les développements. Voilà. Ok, vous aviez, c'est bon de votre côté? Vous aviez des choses encore un petit peu à rajouter ou on peut passer à la séance de questions? Ouais, je pense qu'on peut passer à la séance de questions. Le message est passé. Alors, moi, en fait, avant de prendre les questions des uns et des autres, j'avais une question pour vous faire développer un petit peu davantage votre partie sur donc là, Grégory, tu as parlé pas mal de la relocalisation en fait de la production, le fait d'éviter de produire ou de développer trop de grandes collections qui vont pas forcément être ensuite achetées et d'avoir une multiplication, enfin une quantité trop importante de modèles différents. Moi, je voulais vous demander justement, c'est des exemples comme ça d'idées de nouvelles approches de conception d'offres produits. Est-ce que côté footwear, Julien, tu aurais des exemples un peu pour illustrer cette nouvelle approche que vous venez de nous présenter là? Oui, tout à fait. En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut faire un nouveau développement de chaussures, ça prend énormément de temps. On est obligé d'envoyer les documents techniques en Asie. Ça va prendre au minimum 5 à 6 semaines en fait pour recevoir un premier échantillon où on ne sera pas sur le dos de l'usine ou moins parce qu'il y a de la distance pour faire le développement en même temps. Et en fait, pour nous, c'était vraiment l'intérêt de cette agilité-là pour arriver à produire en fait ou à créer
des nouveaux modèles ou des nouveaux prototypes très rapidement. Aujourd'hui, on arrive, nous, sur base inconnue, à prototyper ce qu'on peut poser sur du papier ou dans nos têtes en 5 jours, voire 2 semaines grand maximum. Et donc, ça nous permet de faire des boucles déjà de développement qui sont beaucoup plus rapides avant de devoir envoyer en Asie un premier concept. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on a, pour faire ces concepts-là, on a un atelier qui est exactement le même qu'une petite ligne de montage dans une usine au Portugal ou en Asie. Et donc, du coup, sur de la micro-série, là où une usine avec des caractéristiques ou des besoins qui sont différents des nôtres, va rechigner à produire 10, 15, 20 paires, 25 paires pour de l'édition limitée. Nous, on est capable de produire en fait vraiment en local sur des micro-séries à d'autres moments de la journée, d'autres moments de la semaine. Et ça nous donne en fait cette agilité-là pour vraiment travailler en one-to-one avec des shops, avec des magasins, avec des marques, avec des athlètes, pour vraiment créer le produit unique qui leur fait du sens. D'accord. Tout l'univers qui va contribuer au développement des produits. C'est-à-dire qu'on a les développeurs, les ingénieurs, les fournisseurs, la marque, le consommateur, l'athlète. Il y a un athlète qui va permettre aussi de pouvoir apporter une notion de performance, puisqu'on est dans un univers de performance. Finalement, en connectant tout ça, eh ben, on récupère toute cette agilité. On fait en fait, c'est un réel ping-pong qui est beaucoup plus agile et qui permet d'aller tout de suite beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que dans un système, on va dire, plus classique et traditionnel. Ok. Alors, j'entends bien cela. Je voulais rebondir là-dessus. Alors, en termes de coût, justement, donc j'ai une question là de Benjamin tout à l'heure. On parle de prototypage là, donc Julien, dans votre atelier. Est-ce que c'est quelque chose qui reste compétitif en termes de coût comparé à ces opérations-là qui sont faites à l'étranger, en Asie? Si on compare produit à produit, forcément non. Par contre, c'est notre vitesse d'exécution en fait et la justesse de notre exécution qui va faire en sorte que à la fin, les coûts sont quand même moindres parce que il n'y a pas de voyage ou moins de voyages ou moins de déplacements à faire en Asie. Il y a moins on va pouvoir sortir un produit beaucoup plus rapidement. Donc, si on n'est pas prêt, au lieu de décaler d'une saison à l'autre la sortie d'un produit, comme on gagne du temps à chaque étape de développement, on va pouvoir sortir le produit en temps et en heure. Donc oui, c'est sûr que si on compare un proto qui vient d'Asie, un proto qui sort chez nous en taux horaire et en coût, forcément, on sera certainement plus cher. On va sourcer des matières qui sont pas loin de chez nous. On va travailler avec des entreprises de l'OSB ou du bassin ancien ou français qui sont forcément un peu plus chers aussi. Donc, je pense qu'il faut vachement voir ça comme un investissement sur le long terme qui encore une fois, je fais le rapport et le lien qui permet aussi de se construire un patrimoine de marque que beaucoup de marques ont malheureusement perdu et qui ont fait ces investissements dès le départ, mais les marques sont propriétaires de ces investissements, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont développé toute leur gamme de chaussures ou toute leur gamme apparel, cela leur appartient, les fichiers informatiques, les tech packs, les patronages, ce qui permet en année 2 de déjà avoir des bases et de repartir de ces bases pour faire évoluer les produits. On voit des marques aujourd'hui qui le font très bien, je pense notamment à Norona qui développe finalement une collection tous les 3 ans en faisant après des reconduits, ce qui est finalement une super démarche d'éco-conception et qui n'empêche pas d'apporter de l'innovation, qui n'empêche pas d'apporter de la nouveauté. Et je pense donc que cet investissement de départ, il est super important pour ensuite pouvoir capitaliser sur ce patrimoine et développer. Et finalement, la rentabilité, après là-dessus, elle se fait sur la performance. Voilà, on est plus agile, plus rapide, plus fonctionnel, plus performant. Voilà, et on se développe un patrimoine qui resservira toujours. Ok. Sur la partie justement l'approche communautaire que vous avez décrite, donc on a bien vu tous les avantages que ça pouvait avoir sur le ciblage du consommateur, sur la réduction du time to market, le fait de maîtriser toute la chaîne, etc. aussi. Donc Benjamin est aussi tout à l'heure qui demande n'y a-t-il pas un risque avec cette approche communautaire d'être un peu trop core par rapport à la réalité du consommateur mainstream? Alors, je ne sais pas qui veut répondre.
Moi, je peux répondre. En fait, en une phrase, qui peut le plus peut le moins. Et en fait, si, ça veut pas dire qu'on se désintéresse complètement du consommateur moins corps. Par contre, ça va être un peu notre North Star, ça va être un peu notre point de visée, en disant, ben voilà, la tendance de l'outdoor, voilà où elle évolue. On le voit grâce à ces personnes qui le pratiquent au quotidien. On voit la façon dont elles ont de modifier leur pratique, de modifier on voit l'environnement qui change. En montagne, on sent l'environnement qui change, donc les pratiques, elles se modifient. C'est des gens qui sont au quotidien dans cet environnement-là, qui sont capables de nous alerter sur tous ces changements et de nous montrer en fait quelque part la voie. Derrière, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas imaginer des produits pour des pratiquants qui sont moins forts, moins corps ou moins impliqués. Par contre, en tout cas, on estime que la tendance qu'un consommateur corps est en train de mettre en pratique aujourd'hui, on sait que c'est là où va la pratique dans quelques années. Donc pour nous, c'est vraiment en travaillant avec des gens qui sont impliqués, passionnés, qu'on arrive à identifier ce que va être l'univers de l'outdoor dans les prochaines années. Ok. Merci. J'ai une question d'Andréane Grondin qui vous demande si vous avez des exemples de grandes marques qui ont notamment perdu le contact avec leur communauté suite à la crise, parce qu'elle a, elle, l'impression que ce lien est plutôt bien compris et souvent intégré par la plupart des marques. Ouais. Ouais, c'est difficile de citer des grandes marques qui sont un petit peu dans dans cette problématique que je change pour des raisons déontologiques. Mais il y en a, et c'est vrai qu'il faut. Avec la crise ou sans la crise, hein, enfin, ou peut-être même avant, enfin, voilà, est-ce qu'il y a des marques qui se sont écartées, enfin, le fait de ne pas avoir forcément intégré vraiment, ouais, voilà, ils se sont écartés un peu de la cible du consommateur en suivant uniquement la tendance. Ouais, au-delà de la cible consommateur, c'est aussi leur territoire de marque. Je pense que je vais citer une nouvelle fois Patagonia. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'outdoor, c'est une des marques qui a le plus fort, qui est référente dans le territoire de marque et en tout cas dans son positionnement. C'est assez difficile aujourd'hui, ou dans les 5 dernières années, dans cette note en fait, qu'à ce niveau-là de précision et d'alignement sur cette stratégie de marque. Maintenant, je pense que oui, en effet, la crise a fait effet de catalyste, et je pense que tout le monde s'est réveillé et positivement en fait en disant ben, voilà, comment est-ce que je vais recentrer en fait mon activité. Un autre point qui est intéressant, c'est l'innovation. Nous, on travaille énormément avec la marque américaine The North Face, et en fait, ils ont décidé de faire un focus des projets sur lesquels ils continuaient à innover. Par contre, c'est une mentalité très américaine, mais ils continuent l'innovation en fait. Et on voit qu'il y a beaucoup de marques européennes et françaises qui ont complètement stoppé ou mis en pause toute leur innovation. Et je pense que là, c'est vraiment la bonne stratégie, c'est vraiment de continuer en fait à peut-être avoir moins de projets, mais en tout cas à vraiment faire le focus et à continuer d'innover parce que ça va permettre d'avoir une vision et quelque chose de plus précis. Et c'est pour ça que continuer d'innover, mais différemment. En fait. Je pense que ça va vraiment changer la donne sur les prochaines saisons parce que c'est des marques qui vont être capables d'apporter des solutions en fait uniques sur un marché où il y aura beaucoup moins d'innovation et beaucoup moins de nouveautés. D'accord. Se connectant directement au cœur du poulet. Ouais, c'est vrai. Ok. Merci à vous. J'ai une autre question de Fabien Duchamp qui concerne un peu le sourcing matière et qui nous dit que sur l'Asie, donc il entend bien la réflexion sur le sujet appliqué à la partie création, mais qu'en est-il pour la phase de fabrication donc en ce qui concerne la partie approvisionnement matière, par exemple, matière première?
Ce qui est certain, c'est, j'attaque. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où l'usine de production, on va dire industrialisée, elle est basée en Asie, il y a beaucoup plus de facilité à travailler avec des fournisseurs qui sont pas loin. Et ça fait plus de sens au final. Après, nous, on n'est pas là pour remettre en cause ce schéma-là, parce que la production se fait proche des fournisseurs et c'est beaucoup plus simple à gérer et les matières ne traversent pas deux fois la planète pour arriver chez le consommateur final aux US ou en France. Par contre, ça ne veut pas dire que nous, on ne travaille pas avec des fournisseurs asiatiques dans nos conceptions et dans nos développements. Par contre, c'est plus la partie non palpable en fait de la technologie ou de la c'est ce que Greg disait par le fait de reprendre le contrôle sur son patrimoine. En fait, toutes les techniques en fait de développement, de fabrication, dépend aussi du positionnement de la marque, où elle fabrique ses produits On ne t'entend pas très bien, Greg, excuse-moi. Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Pour avoir les deux cas, nous, chez Diana Fleischer, on travaille avec des sociétés qui produisent en Asie, d'autres qui produisent en Europe, et on essaye toujours d'aller dans une démarche la plus éthique et la plus propre, et surtout la plus logique, j'ai envie de dire, même avant tout, c'est de dire, bon, bah, si je produis en Asie, j'ai aucun intérêt d'aller sourcer mes matières en France chez quelconque fournisseur français pour ensuite les envoyer en Asie pour de la production. On essaye d'avoir toujours gardé cette... À la production, si on est en Europe, on va garder des fournisseurs le plus possible européens. Et à contrario, si on reste sur le territoire asiatique, on sait qu'on va plutôt privilégier un sourcing matière et accessoires qui lui sera aussi proche. Ça ne veut pas dire que si la production est située en Asie et qu'on a un fournisseur français qui fait du super travail avec des matières qui sont géniales et hyper durables, on ne va pas l'utiliser, bien au contraire. Mais à chaque fois, c'est toujours une histoire de compromis. En fait. Oui, d'accord, je comprends bien. L'éco-conception à plein de niveaux. Je pense qu'il n'y a pas que la matière première qui fait qu'on peut parler d'éco-conception. Il y a la manière dont on a réfléchi le produit, la manière dont on a sa durabilité, complètement son usage, sa versatilité d'usage, tout ça fait partie aussi de l'éco-conception. Donc, il n'y a pas de modèle finalement très défini. On peut avoir une matière asiatique sur un produit européen et vice-versa. Et on peut tout de même parler d'éco-conception, à mon sens. D'accord. Ok, merci. J'avais une question donc, de Marine Bétan qui me demande, dans votre mantra de produire moins mais produire mieux, étudiez-vous le concept de l'upcycling ou de la revalorisation des stocks dormants de matière, justement? Greg, je crois que tu en as un peu parlé tout à l'heure. Oui, on peut l'étudier, ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, après, nous, c'est des sujets où on est très en amont, c'est-à-dire que nous, on peut faire des propositions, on peut suggérer des choses comme ça, mais on est vraiment en amont puisqu'on accompagne les marques dans la création et le développement de leur collection. Donc après, c'est toute une question d'intention, pardon, que la marque va porter à tout ça, mais c'est évidemment des... En tout cas, en tant que prestataire, on se doit d'avoir un point de vue à ce sujet-là. Ça ne veut pas dire que la marque va l'accepter ou n'a pas une autre idée ou un autre point de vue sur ça. On a la chance de travailler, nous, je répète, avec The North Face, qui est une marque de vêtements. Ils produisent énormément plus de vêtements que de chaussures. Donc, plus de coupes. Alors, ils optimisent énormément les chutes sur les vêtements, mais on sait qu'il y a énormément de chutes par rapport au volume de chaussures qu'on va pouvoir produire. Donc oui, c'est des choses auxquelles on réfléchit, de pouvoir utiliser, de faire vraiment une jonction entre ce qui se passe dans le vêtement chez eux et dans la chaussure pour réutiliser un peu les matières qui sont... c'est une forme d'upcycling. Oui, complètement. Ok. Très bien, merci. J'ai une autre question de Geza Maclary. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais, Greg, concernant pour toi ta vision de l'éco-conception, même d'un point de vue production, de mixer à la fois la partie européenne, enfin française et étrangère. Et lui demande, est-ce que la solution ultime ne serait pas donc dans un modèle hybride, glocal, donc c'est son expression, global et local, au niveau production?
C'est sûr que ce qui fait le plus de sens, c'est le made where you buy. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en fait, on critique énormément la production asiatique, mais pour un japonais ou un chinois, ça fait beaucoup plus de sens d'acheter un produit fabriqué en Asie qu'un produit fabriqué en France, même si la valeur ajoutée du made in France pour des japonais ou des chinois est très, très importante. Donc à la fin, c'est clair que j'achète là où je fabrique là où le produit va être acheté. C'est clairement une solution qui fait le plus de sens. Maintenant, c'est des savoir-faire qui ont été développés à des endroits du monde. Nous, dans la chaussure, aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des matières de semelles qui viennent d'autre part que de l'Asie. Parce que c'est des technologies qui ont été travaillées avec les fournisseurs de Nike, Adidas, quand ils ont commencé à délocaliser leur production là-bas. Et donc, du coup, aujourd'hui, le pouvoir, il est chez ces fournisseurs-là et plus forcément chez les marques françaises ou européennes ou américaines qui, à l'époque, n'étaient capables que faire un type de semelle dans les années 80 ici en France. Voilà. Donc, ça, c'est certain qu'à un moment donné, on peut critiquer la production asiatique, sauf qu'aujourd'hui, nous, dans la chaussure de sport, c'est très difficile, et j'espère que les gens qu'on le fera, mais c'est très difficile de battre la qualité industrielle de la Chine. D'accord. Oui, donc là, c'est bon. Il y a ces notions aussi de produire en multilocal, c'est-à-dire, on peut produire de l'appareil aujourd'hui en Europe pour le marché européen, de la même manière qu'on peut produire en Asie pour le marché asiatique. C'est sûr que ça fait beaucoup plus de sens. Oui, bien sûr. Au niveau local. OK. Merci à vous. Alors ensuite, une autre question de Lucie Combat. Comment faites-vous concrètement pour mieux comprendre et identifier les besoins des usagers pour ensuite développer des produits plus qualitatifs répondant à leurs attentes? Est-ce que ce sont des observations, des échanges, des ateliers de co-création, des tests de prototypes? Enfin, voilà, quelle est la méthodologie que vous utilisez pour mieux répondre à leurs attentes? Moi, je prêche pour le client, mais on ne fait pas vraiment d'atelier de co-création, je dirais pas ça. En fait, c'est vraiment du travail de quotidien. Nous, chez AT, on a 2 personnes, Pierre et François, qui sont ce qu'on appelle community et concept manager. Ils sont toute la journée, toute leur vie en lien avec les athlètes et les Pierre le trail et François montagne escalade, et ils sont au quotidien connectés, incrustés dans ces communautés. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont tout le temps avec un papier à la main et à essayer de noter ce que les gens disent ou à poser des questions. Par contre, c'est leur vie. Ils le vivent tous les jours au quotidien et leur grande qualité, c'est leur capacité à imaginer des concepts de chaussures avec suite à leurs observations et les discussions qu'ils peuvent avoir dans leur mode de vie. Mais c'est vraiment un mode de vie en fait pour nous. C'est pas uniquement une stratégie ou une méthodologie marketing très scientifique. C'est vraiment un mode de vie. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant dans nos entreprises parce que au final, on se rend compte que c'est beaucoup plus riche d'avoir des gens qui sont capables déjà de faire partie des communautés sur lesquelles on leur demande de travailler. Et ensuite d'être capable d'imaginer en fait des concepts de chaussures suite à leur quotidien. D'accord. Je rebondis donc sur cette approche méthodologique basée un peu sur la communauté. Benjamin tout à l'heure qui demande comment vraiment se démarquer de la concurrence si tout le monde adopte cette même méthodologie. Comment vous pouvez être à ce moment-là différenciant? Ouais, là c'est le territoire de marque du coup qui définit en fait qui va l'idée la différence en fait. Et c'est pour ça qu'on commence toujours par une approche brand centrique parce que justement cette approche consumer centrique, le même conso, on est tous capables de le voir et toutes les marques peuvent le suivre et c'est vrai que dans l'approche design, on peut tous se poser à un endroit, observer la même personne et lui poser les mêmes questions en lui demandant ce dont tu as besoin. Déjà, elle arrivera très rarement à vous exprimer son besoin, donc c'est le premier truc. Donc c'est pour ça d'où l'importance d'avoir quelqu'un qui soit
enfin, qui vivent dans cette communauté-là et dans cet univers-là. Et deuxièmement, on commence toujours par de la stratégie de marque ou du positionnement de marque. Et c'est ça, en fait, qui va définir le territoire de jeu de la marque, et donc l'orientation du produit, et donc le type de produit. Et si je devais faire la même chaussure pour deux clients différents, bah, j'aurais complètement raté ma mission, en fait. Et je pense que c'est ce qui nous permet justement de sortir de ce schéma où on a uniformisé un petit peu les produits durant toutes ces dernières années, en tout cas au sein de pas mal de marques. D'accord, très bien. Ensuite, j'avais une autre question encore de Benjamin qui en a pas mal. Qui me demande comment procéder pour créer des ventes, entre guillemets, plutôt que d'éviter d'en perdre. Tu peux répéter la question, Hélène? Voilà. Comment procéder pour, entre guillemets, créer des ventes plutôt que d'éviter d'en perdre? En se reconnectant directement au consommateur et en allant proposer des choses qui sont encore une fois beaucoup plus marquées, beaucoup plus sensées, beaucoup plus en phase avec ce qu'il peut venir chercher chez une marque plutôt qu'une autre. On remarque aujourd'hui qu'un consommateur, les marques essayent d'avoir des discours de plus en plus transparents vis-à-vis du consommateur. C'est aussi pour permettre au consommateur de faire un choix. Il va se diriger vers telle marque ou telle marque parce que le discours de la marque, parce que ça va lui permettre finalement de faire un choix et de s'impliquer dans une décision en choisissant telle ou telle marque. Pour rebondir sur ça, pour moi, il y a deux réponses. Alors, ouais, vas-y. Ouais, pour moi, il y a deux éléments de réponse qui sont intéressants. Le premier, je reviens toujours sur la même chose, c'est l'importance du territoire de marque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une marque elle est bien dans ses baskets et qu'elle sait ce qu'elle peut faire, où elle peut jouer, qu'elle va pouvoir prendre des choix, enfin faire des choix qui sont, on va dire, plutôt inédits ou en tout cas tournés vers le futur. Le deuxième, c'est un mindset en fait. C'est de se mettre dans un mindset plutôt positif que peur négative en fait. Et ça, c'est vraiment pour moi le plus important. C'est vraiment que en fait, la peur de quelque chose, elle ne produit pas de futur. Et on sait qu'on a beaucoup de modèles basés un peu sur ça, avec l'espoir de réduire un peu les risques ou de réduire les incertitudes. Par contre, on sait que ça ne produit pas une différenciation souvent très joyeuse en fait. Et donc, il y a ce premier mindset là qu'on essaie d'avoir et l'agilité de notre petite structure, elle nous permet en fait d'avoir ce mindset. Nous, on dit que tout est possible. Si on a une idée, on va la tester en bas. Ça nous coûte pas grand chose en fait de faire un proto, à part pour les gens qui vont le faire où c'est du taf. Mais d'un point, on n'est pas obligé de tout facturer tout le temps. On n'est pas obligé de raisonner uniquement en tiens, qu'est-ce que je vais en faire, comment ça. On peut vraiment être agile, avoir une idée, la prototyper et l'améliorer. Voilà, et garder un peu cette insouciance-là en se disant que peut-être cette idée-là va permettre de changer la vie d'un conso ou la pratique d'un conso. Et donc, c'est plus une question de mindset positif plutôt que négatif. Et après, je pense que c'est la taille de notre structure, le fait qu'on soit petit, agile, qui nous permettent d'avoir ce mindset-là, que pour l'instant, on passe la crise sans trop de problèmes. Donc voilà, si on avait perdu tous nos clients pendant le confinement ou pendant la crise, je pense qu'on aurait peut-être un discours un peu différent. Aujourd'hui, on est plutôt en surcharge de travail plutôt que l'inverse. Donc ça nous permet de garder ce mindset-là, mais d'un autre côté, on se dit, c'est parce qu'on a ce mindset-là que les gens viennent nous voir, et c'est parce que les gens viennent nous voir qu'on garde ce mindset, et c'est un site qui est plutôt positif et dynamique plutôt que l'inverse. Donc après, je pense que c'est notre rôle aussi en tant que chef de petite structure là d'arriver à garder en fait super agilité. Ouais, puis cette dynamique et les gens viennent travailler chez nous avec plaisir. Ok, très bien. Les gens sont contents. Si on est content, les gens sont contents de travailler avec nous et du coup c'est très bien.
Merci pour ces réponses-là. Il nous reste 5 minutes, les 5 dernières minutes de ce webinaire. Je vous propose 2 petites dernières questions avant de conclure. Yes. La première, ça concerne la versatilité, Grégory, dont tu as parlé tout à l'heure pour concevoir des nouveaux produits. En quoi cette versatilité est-elle crédible, ou est-elle crédible en tout cas, cette versatilité en termes de performance produit? Est-ce qu'on ne va pas se perdre justement dans un multi… À partir du moment où le produit a été bien pensé, bien conçu, on ne perd pas de performance. On est là pour toujours, on garde toujours cet aspect performance. Et qui dit versatilité ne dit pas au détriment de la performance. En tout cas, moi, je ne pense pas. Et on peut imaginer de la versatilité, comme je disais tout à l'heure, en injectant de l'intelligence. Alors, j'entends par l'intelligence, c'est comment rendre le produit encore plus fonctionnel, encore plus ergonomique et encore plus joli aussi, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas négliger l'esthétisme de la fonctionnalité. Mais on peut imaginer avoir, oui, des pièces, des vêtements, de la bagagerie, des chaussures qui se connectent, qui s'interconnectent pour amener à différents usages. Et pour moi, c'est vraiment l'angle d'attaque. C'est-à-dire, si on prend vers le bas, oui, en effet, la versatilité, elle va dégrader. Et pour moi, on tombe dans la corde ratée des ventes. Parce qu'on a un marché en milieu de pyramide ou en bas de pyramide avec X dizaines de milliers de paires potentielles à vendre. Et donc, on va se focuser sur ce domaine-là ou sur ce niveau-là. Et du coup, on vient dégrader l'innovation, on vient dégrader la performance du produit en essayant de se rassurer en se disant on va faire en sorte que mes produits se vendent et tout et tout. Par contre, d'un autre côté, si on prend l'angle versatilité par la performance, aujourd'hui, quand on développe une chaussure pour trail, je prends l'exemple de l'ultra distance, si on fait la meilleure chaussure de trail pour courir 170 km dans la montagne, ben, pour moi qui vais en faire 5 ou 10 pendant ma sortie hebdomadaire, eh ben, je serai forcément confortable dedans, j'aurai les performances qui vont me permettre d'avoir une chaussure qui donc, tout dépend de l'angle d'attaque en fait. Et nous, c'est pour ça qu'on focus énormément sur la qualité du patronage, la qualité de nos développements, pour faire en sorte que la performance en fait soit au rendez-vous. Et c'est cette performance-là qui va générer en fait la diversité d'usage ou la versatilité du produit en fait. Pour nous, c'est vraiment ce qui est fait. C'est vraiment en challengeant le statu quo en fait de cette fonctionnalité. Donc, on prend des risques sur les matières, sur le développement, sur la construction. En fait, on va venir toujours flirter avec les limites de la performance. Et comme par hasard, un jour, boum, ça va nous ouvrir un nouveau marché ou un nouveau type de conso ou un nouveau type de distribution. Et c'est ça qui nous fait, qui nous motive en fait au quotidien. Et c'est vraiment cette recherche de performance. On part toujours de la performance pour aller découler ensuite sur d'autres, mais on part toujours d'un point qui est un point lié à la performance finalement, et qui nous permet ensuite de découler des fonctionnalités ou des diversités d'usage, toujours en partant d'un point précis, mais sans jamais oublier que voilà, on n'est pas des designers de mode, donc on est là pour aussi fournir notre cœur d'activité, il est vraiment sur le patronage, la technique, le positionnement des concepts, l'usage. On n'est pas là pour faire un produit qui est uniquement esthétique. En fait, les marques, elles ne viennent pas nous voir pour développer juste du style ou juste du design. On est vraiment là pour amener des solutions techniques à un besoin conso. Et en fait, c'est ça qui en fait permet de driver l'innovation chez nous. Et derrière, c'est ça qui permet, comme je disais, de challenger le statu quo. C'est ça qui va laisser la place à l'inattendu. Et en fait, aujourd'hui, quand on prend une chaussure, une chaussure de trail avec laquelle nous, on a Pocapel chez North Face qui a gagné l'UTMB cette année en mettant 2 heures sur le précédent record. La personne qui me dit que la chaussure elle est pas belle, je dis oui, mais ça lui a permis de courir 2 heures de moins, quoi. Et donc du coup, en fait, on vient couper court. Et il y a des moments où ce challenge de statu quo va créer une nouvelle esthétique. Et demain, cette chaussure peut se retrouver dans une distribution mode sur des podiums parce qu'on aura challengé les matières, la construction et tout. C'est un peu comme une Formule 1 qui vient se cascader et on trouve la boîte automatique dans une Clio. Et puis je pense que de manière générale, de toute façon, aujourd'hui, peu importe
Voilà, peu importe le produit, peu importe la conception, on a toujours une notion de performance et qu'aujourd'hui, on est dans l'obligation d'allier l'esthétisme à la performance. D'accord. Ok, j'ai bien reçu cette réponse. Je pense que l'ensemble des participants aussi. On a 2-3 minutes pour terminer. Je pense qu'il y a une question intéressante que je peux vous poser et puis une dernière que je vais vous poser moi en 1 minute. Enfin, vous pourrez répondre en 1 minute. Donc, la question que j'ai encore d'un des participants concerne la partie justement localisation des savoir-faire en fonction des marchés, de destination des produits. Donc, on a parlé d'approche communautaire. Comment aborder les communautés de consommateurs, par exemple américaines ou chinoises, etc. Est-ce qu'il est possible de développer là-bas en multilocal aussi, si on imagine de transposer un nœud triangle un peu partout, par exemple? Est-ce que Oui, voilà. oui, Oui. j'espère que ce sera possible dans le futur. Voilà, vous avez être. En tout cas, c'est pour vous un modèle qui semble transposable. Ouais, Parfaitement. à partir du moment où on donne les bonnes raisons aux gens de venir chez nous, en tant que pratiquant, conso, athlète, je pense qu'en fait, il y a plus de similitudes entre deux passionnés de snowboard qui viennent de pays différents, entre un japonais passionné de snowboard et un français passionné de snowboard, qu'entre un français passionné d'équitation et un autre passionné d'échecs, par exemple, ou de table. Donc oui, le modèle, je pense qu'il est complètement transposable dans d'autres régions. D'accord, très bien. Et c'est un, Ok. un peu le rêve. D'accord. Et donc, moi, j'ai une dernière question un peu pour conclure votre intervention sur ce sujet-là. Est-ce que vous pourriez me résumer en une phrase chacun quel est le modèle d'innovation un peu idéal pour répondre justement à ces attentes du consommateur bien ciblé et tout en répondant à cette démarche de développement durable maintenant, en termes de conception de produits. Comment En tout cas, pour ma part, je ne suis pas sûr qu'il y ait de modèle vraiment. la modèle d'innovation, quoi. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait un modèle idéal, mais on est de plus en plus dans une ère où on a besoin de passer du temps avec les marques, avec les personnes, et de définir finalement où on doit mettre le niveau d'innovation et comment on va l'intégrer, puisque tout le monde n'a pas les mêmes besoins en innovation déjà, et que c'est vraiment un travail, on va dire, sur mesure, sur mesure à chacun, sur mesure à chaque marque. Donc c'est difficile pour moi en tout cas de donner un modèle. Après je ne sais pas si c'est le cas. Pour moi, c'est la compréhension des niches de pratique et de conso qui est le plus important. Aujourd'hui, nous, on s'en pour les gens. S'il y a des gens de Salomon qui écoutent, la notion de middle ground, ils connaissent, et pour moi, c'est vraiment ça qui est le plus intéressant, c'est d'être capable de se situer en fait entre les grandes corporations et les grandes marques et les niches de pratiquants vraiment corps, ce qu'on appelle l'underground, où toutes les innovations vont naître. Et je trouve que c'est une méthode en fait qui est hyper intéressante. Aujourd'hui, il y a la marque qui arrive le plus à le faire, c'est en ayant tout intégré, c'est Nike. Elle est capable de vraiment comprendre toutes les niches de consommateurs hyper fortes, que ce soit dans des milieux culturels, dans la musique, dans l'art, mais aussi bien dans la pratique, que ce soit dans le running, dans tous les sports auxquels ils pratiquent. Ils ont une connexion qui est très très forte avec toutes les cellules d'innovation dans les niches de conso. Et derrière, ils arrivent à flairer en fait le bon filon et à être toujours présent sur ça. Donc pour moi, il y a vraiment ce modèle-là d'être vraiment inséré au sein des communautés pour comprendre un peu ce qui va se passer et de dénicher ce qui va se passer dans les prochaines saisons, dans les prochaines années en termes de pratique, de langage visuel, culturel, pour vraiment arriver à mettre en place un lien fort avec ces personnes-là. Et je me souviens de Jean Bulgard disait à l'époque, trouve ta niche, soigne-la et boum, expand. Et moi, c'est une phrase qui m'est restée gravée.
parce que j'ai bâti tout mon modèle un peu d'agence sur ce système-là en me disant je vais permettre aux grandes marques d'avoir une micro-cellule ultra connectée pour leur dénicher en fait les prochaines tendances et de les réaliser le plus rapidement possible pour prouver que ça fonctionne. Et faire de l'innovation en parcours. C'est le modèle et je pense que c'est le. En fait, c'est notre choix ici chez Autrian. Je pense que Jonathan et Ketchup s'inscrit dans la même démarche. Donc c'est pour ça qu'on travaille tout le temps ensemble. De toute façon, sur beaucoup de projets, tout ce qui touche un peu plus aux vêtements, nous on passe chez Jonathan et Ketchup et vice versa. Donc c'est une vision qu'on partage et qui est assez, en tout cas pour nous, qui semble fonctionner. Ok, très bien. Merci, merci à tous les deux. Donc, on retient bien, en tout cas, le mot agilité et communauté, patrimoine de marque, et faire se connecter tout ce réseau-là pour être le plus performant possible et répondre le mieux aux consommateurs, si j'ai bien compris. Oui. Ok. Yes. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir apporté votre éclairage. J'espère que chaque participant pourra en tout cas en retirer quelque chose pour sa propre activité. En tout cas, de votre côté, vous pouvez retrouver en tout cas ce webinaire en podcast par la suite sur YouTube. On vous diffusera ce lien dans une prochaine communication OSV. Voilà, et bien je vous remercie bien tous, donc Greg, Julien, et puis à l'ensemble des participants. Yes. Merci à tous, merci à OSV de nous avoir laissé prendre la parole. Merci à vous en tout cas. Et puis voilà, je vous dis donc tous à bientôt et très bonne fin de journée à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.